propos des influences nazies sur le management moderne de Johann Chapoutot. Il y décrit les nombreuses logiques communes entre le fonctionnement de l'Allemagne nazie et celui de notre société actuelle. On se dit que si les nazis sont intéressés au management, ça va être forcément vertical, autoritaire et parfaitement oppressif. Or, en fait, pas du tout. Pas du tout, pour une raison simple, c'est que les nazis ont très bien compris que pour produire dans des quantités absolument inédites dans l'histoire, pour produire aussi massivement, il fallait motiver ce que l'on appelait le matériau humain, le Menschenmaterial, qu'on appelle aujourd'hui la ressource humaine. Il fallait motiver le facteur de production qui était le facteur travail. Et ben voilà, le mec qui fait une vidéo sur le capitalisme, et forcément, il finit sur les nazis. Ça va trop loin là. En tant que personne vivant dans le capitalisme, et ben je me sens personnellement attaqué. Tu te rends bien compte que le propos, c'est pas capitalisme égale nazisme. Il s'agit en réalité de revoir comment notre monde fonctionne, car nos logiques sociétales mettent en avant l'efficacité et le profit avant l'être humain, comme les sociétés fascistes. C'est n'importe quoi, le mec il sait pas c'est quoi le nazisme, hein. Qu'il aille voir dans une vraie dictature pour voir. En plus, Gary il sent le pâté. Attends, Oui, c'est vous qui écrivez tous ces commentaires de merde pour booster le référencement? oui. On revient au fait qu'améliorer le capitalisme qu'on a déjà, c'est compliqué, parce que ses piliers sont fondamentalement inégalitaires et son fonctionnement amoral peut s'accommoder sans problème du fascisme. Et pour les nazis, c'est très clair. Si vous n'êtes pas capable de produire pour le Reich, de produire pour la race, vous n'avez pas le droit à la vie. C'est très clair. Les les êtres non productifs, hein, je reprends la terminologie nazie, sont considérés comme des vies indignes d'être vécues. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Donc maintenant, je pense qu'on a une bonne vision de ce que représente le capitalisme libéral de marché. Et comme on l'a dit plus tôt, il y a des gens qui ne trouvent pas ça fou. Et même si certains ne trouvent pas ça fou, beaucoup d'entre eux sont résignés par l'idée que ce fonctionnement hiérarchique de la société, où chacun veut plus que son voisin et où la compétition est omniprésente, serait inné chez l'être humain. Vous vous souvenez d'Adam Smith, celui qu'on considère comme le père du capitalisme? Il était plutôt de cet avis lui aussi. À l'époque, il a voulu étudier l'économie comme une science dure. Il partait du principe que peu importe la culture, les rapports commerciaux étaient les mêmes et toujours hiérarchisés, que ce soit avec l'argent ou avec le troc. Il disait que c'était l'ordre naturel, voire divin des choses. Il imaginait que tous les humains, que ce soit l'homme de Néandertal ou les tribus sauvages d'Amérique par exemple, fonctionnaient de la même façon que nos cultures occidentales. Le seul souci avec cette théorie, c'est que... c'est qu'elle était fausse en fait. Autrefois, on le cuisinait comme ça, tout entier, dans une grande marmite. Et là, on préparait l'animal, et on invitait toute la communauté, tout le village. Et on le mangeait tous ensemble. Les anthropologues appellent ce système de partage communautaire la réciprocité. Et ce n'est pas ce qu'on appelle le troc, car le troc c'est prends ceci et donne-moi cela. Ici ce n'est pas la même chose, c'est plutôt je te donne ça maintenant et quand tu auras quelque chose, tu m'en donneras. La réciprocité prouve qu'il existe d'autres façons de faire tourner une économie. Comme pour l'anarchisme et d'autres alternatives, cela fonctionne mieux dans des communautés restreintes bien sûr, familiales, régionales, voire nationales à la limite. Mais ça paraît plus compliqué pour les échanges internationaux. On peut cependant se poser la question de savoir si c'est vraiment nécessaire d'avoir un seul système économique pour le monde entier après tout. Encore? Non. Et si ces cultures ont adopté un marché ressemblant au nôtre aujourd'hui, c'est pas parce que c'était mieux pour elles, mais c'est parce qu'elles n'avaient pas le choix. À cause, encore une fois, de la colonisation. Ah, ça c'est un autre truc que les gens aiment bien blâmer pour tous les problèmes du monde. Laissez-moi conter la sombre histoire de ce qui nous fait tous broyer du noir. Ce qui a tout caché, ce qui file le pourtant. J'ai pas caché, c'est la colonisation. Qui est à blâmer? Colonisation, Si tout est cassé, colonisation, si je suis pas heureux, c'est la colonisation, s'il y a trop de rebeux. c'est la colonisation. L'argument de la nature humaine revient souvent sur le tapis, alors qu'en réalité, cette nature humaine n'est pas observée partout. En fait, cette nature humaine est la nature du Homo economicus. Et je vais vous mettre un petit extrait de la chaîne Eureka pour vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'un Homo economicus? C'est un individu qui cherche à maximiser son utilité. Utilité que l'on définit comme un compromis entre temps de travail volume mais qui rapporte des sous et consommation qui coûte des sous mais qui rapporte des points d'utilité, des points de bien-être si tu préfères. Autrement dit, Homo economicus, c'est un individu qui vit pour consommer. Homo consommatus, finalement. Or, quand on va voir des individus qui vivent en dehors du monde capitaliste, on ne reconnaît pas le comportement du fameux Homo economicus qui vit dans une société de marché qui maximise son utilité par la consommation et le travail. Conclusion,
C'est la société capitaliste qui produit l'homo economicus plutôt que l'homo economicus qui pose les bases du capitalisme pour aller dans le sens de sa nature. C'est sûr que j'ai déjà vu ce mec quelque part. Donc voilà, cette notion comme quoi le capitalisme et tous ses travers serait naturel chez l'homme, voire inévitable, car son fonctionnement serait profondément ancré dans la nature humaine, est fausse. C'est quelque chose qui a été réfléchi et construit. Et lorsque quelque chose est construit, il peut être déconstruit. Et même c'est plus pratique pour le système en place de cultiver l'idée que l'être humain est pourri à la base, puisque comme ça, moins de gens verront une utilité à faire des efforts pour changer les choses. Ça me gêne, hein. Moi de toute façon j'ai déjà la flemme de contester un PV, alors la société en entier. Et ce qu'on remarque finalement sur le père fondateur du capitalisme, Adam Smith, c'est qu'il était totalement biaisé par sa façon chrétienne, bourgeoise et monarchique de voir le monde, et que le capitalisme existait bien avant lui. Parce que l'inventeur du capitalisme, c'est pas Smith, ce sont les gens qui profitent d'une telle organisation du travail. Ce sont les dirigeants des grandes entreprises et les grands actionnaires, les riches, quoi. Les écrits de Smith ne sont qu'une justification a posteriori de ces systèmes. Et même Smith disait de prendre garde. Ouais, monsieur le diable, je me souviens d'où je viens. Quoi? Je suis le type de la vidéo que vous avez montré tout à l'heure. Hein? J'ai pris un gros coup sur la tête, j'ai vu une grande lumière, et je suis arrivé ici. Et maintenant, je crois que je me réveille. Adieu, diable. Adieu. Eh, ça se dit pas ça! Oh, pardon. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, c'est bizarre ce rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mec. C'est étrange. Bon, heureusement, tout va bien. Attention derrière toi. Quoi? Eh ben, y a rien, qu'est-ce que tu racontes? Ah bah rien. Bah j'ai cru voir un truc pourtant. Bon, bah sur ce, salut tout le monde, en espérant vous revoir sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi tu dis ça? Eh ben, j'en sais rien.